La spécificité de cet atelier, c'est que voilà, c'est proposé par la CNIF, mais il va y avoir plusieurs interventions. Pourquoi? Parce que la question de l'intersectionnalité, ça recoupe plusieurs enjeux. C'est pas uniquement un enjeu féministe, c'est aussi un enjeu antiraciste, c'est un enjeu lutte de classe, et du coup ça avait du sens de faire intervenir différentes visions, et aussi parce que je pense que le point de cet atelier, mais on en discutera plus à fond, c'est justement ne serait-ce que se mettre d'accord sur c'est quoi l'intersectionnalité et c'est quoi les divergences qu'on peut avoir par rapport à elle au sein même du parti, ce qui est important, et du coup on a besoin pour mettre ça au clair d'avoir plusieurs interventions. Donc en fait on va du coup commencer par Mimosa et moi-même, Aurore, qui faisons partie de la CNIF. Puis on enchaînera avec Selma pour la commission antiraciste, et enfin Marie parlera pour la tendance claire du NPA, qui a produit notamment un texte sur l'intersectionnalité, et David pour Anticapitalisme et Révolution, qui là aussi a produit un texte, sont intervenus, ont discuté déjà. Donc l'idée c'est un peu de reposer ces débats en contexte, etc. Alors, juste pour préciser, avant de rentrer dans le dur du sujet, on va souvent utiliser le mot postmoderne. Alors, on ne l'utilise pas comme un mot fourre-tout, on l'utilise uniquement dans le sens voilà, d'une théorie après, à partir des années 80, qui va vers l'effacement d'un sujet révolutionnaire et l'effacement des structures de la société, et notamment l'effacement des rapports de classe, les confondant avec tous autres rapports sociaux. Donc, la première question à se poser pour nous, on va dire en tant que féministes du NPA, c'était pourquoi est-ce qu'on pensait utile de discuter à la fois de la théorie de l'intersectionnalité, à la fois des pratiques militantes des courants, on va dire, intersectionnels dans le féminisme. Alors, la première chose, c'est bien de se rendre conscience, de prendre conscience aujourd'hui, il y aura un autre atelier là-dessus, mais on est en train de vivre un mouvement international féministe, un mouvement de femmes qui se remettent en mouvement, et ça nous a remontré, si on l'avait oublié, que voilà, les femmes, quand elles se mettent en action, quand elles luttent, elles se vivent en tant que sujet politique. Et l'autre chose qui est un peu déterminante dans le nouveau mouvement féministe, c'est toute la question de la grève des femmes qui avait été internationale, qui avait été lancée par les féministes argentines, qui met au cœur de la question féministe le travail, la reproduction sociale et le travail reproductif des femmes, comme faisant partie intégrante du système capitaliste, voire même étant le cœur du système. Et si en France ça s'est pas pour l'instant retranscrit, pour nous c'est clair qu'il est nécessaire de se doter d'une théorie et d'une stratégie adéquate pour arriver à reconstruire quelque chose à la hauteur des enjeux. Donc une chose qu'on voulait spécifier dès l'introduction, en fait, un peu pour rassurer notre audience, c'est que pour nous, il ne va pas s'agir ici de faire le procès en règle de l'intersectionnalité pour plusieurs raisons. La première étant que, pour une partie d'entre nous, en tout cas, nous en sommes issus, c'est mon cas par exemple. Deuxièmement également parce qu'on demeure persuadé qu'en fait une certaine lecture de l'intersectionnalité, notamment celle qui prend la question de la classe au sérieux, entre cette lecture-là et le marxisme, notre position politique qu'on défend, en fait, il n'y a qu'un pas, et que du coup il faut être capable d'être en dialogue avec les militants, les militantes qui se reconnaissent dans l'intersectionnalité. Et enfin, troisième raison, c'est qu'à la limite, l'intersectionnalité, d'une certaine façon, ce n'est qu'une méthode, c'est le fait de penser les oppressions ensemble. Donc effectivement, c'est un but dans lequel on se reconnaît. Il y a une nécessité à réussir à articuler les différentes oppressions. Et dans le même sens, à mon avis, il faut voir l'intersectionnalité, qu'est-ce qu'elle a pu nous apporter dans notre théorie politique. Et bon voilà, si on prend par exemple la question qui a divisé le mouvement féministe les 25 dernières années autour de la question du voile, on se rend compte qu'il y a eu un manqué. Il y a eu clairement un manqué du mouvement féministe sur comment en fait on articule les différentes oppressions ensemble. Et pour nous, l'intersectionnalité c'est avant tout une critique radicale du mouvement féministe des années 70, et ces critiques radicales elles ont permis d'apporter une compréhension
de permettre d'articuler les différentes oppressions ensemble. Une autre chose que nous a apporté l'intersectionnalité, mais aussi le mouvement queer, c'est la question de comprendre la nécessité de déconstruire des rapports de domination qui existent, même tout communiste qu'on est, tout militant qu'on est. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et par ailleurs, il faut comprendre cette critique, dans quel contexte elle émerge, et notamment toute la question de la théorie queer, avant de juste tirer à boulet rouge dessus. Il faut bien comprendre qu'on arrive dans un moment où, après les luttes des mouvements gays et lesbiens dans les années 70 et 80, on arrive quand même avec l'épidémie du sida qui exerce une grande pression autour de l'intégration, de l'assimilation et des communautés gays et lesbiennes. Donc nous, qu'est-ce qu'on va mettre en question aujourd'hui? Parce que quand même, il s'agit d'interroger l'intersectionnalité. C'est en fait une interprétation de l'intersectionnalité qui s'avère être de plus en plus majoritaire dans certains milieux militants, en particulier féministes. Et nous, ce sur quoi on voulait insister en introduction, c'est qu'on fait vraiment une différenciation entre l'intersectionnalité comme théorie, l'intersectionnalité universitaire, ou l'intersectionnalité qui a été portée majoritairement par les féministes noires, d'une part, et on distingue vraiment d'autre part des transpositions qui ont pu en être faites, des pratiques en fait et des stratégies militantes qui ont pu en découler, dans un contexte global qui par ailleurs a été celui d'un recul du marxisme et dans lequel en fait cette théorie elle a pu apparaître en quelque sorte comme une forme particulièrement antimatérialiste, comme une sorte d'outil en tout cas qui allait en partie contre une interprétation plus matérialiste des oppressions. Donc ça c'était un point sur lequel on voulait vraiment insister. Et du coup, pour revenir, en fait, pour discuter des critiques que nous avons à faire à cette interprétation de l'intersectionnalité, il nous a semblé fondamental, en fait, de premièrement revenir sur qu'est-ce que c'est pour nous une théorie marxiste et féministe, quel concept on va mettre en place, parce qu'on pense que c'est possible, en fait, d'en avoir une, c'est-à-dire comment penser les identités, la classe, le genre, la race, les sexualités, dans une grille de lecture marxiste. Donc, dans un premier temps, en fait, on reviendra sur cette perspective féministe, matérialiste, marxiste, et dans un deuxième temps, on parlera des critiques qu'on a à faire de cette interprétation de l'intersectionnalité dont je vous ai parlé. Et un dernier mot très rapide, parce que voilà, on court un peu après le temps, c'est juste pour dire que malheureusement on va devoir aller très rapidement sur la question du féminisme-marxisme, que c'est très regrettable parce qu'en fait c'est très mal connu en France, alors qu'il y a eu toute une élaboration en fait de ces enjeux-là dans le contexte anglo-saxon, mais que pour la plupart les textes ne sont pas traduits, sont méconnus même de notre courant. Et du coup, ça invite en fait à en discuter plus longuement. Je pense notamment aux écrits de Lise Vogel, qui restent une référence aujourd'hui et qui, je trouve, sont malheureusement assez méconnus. Mais on va aller rapidement, donc voilà. Donc on enchaîne tout de suite avec la première partie. Bon, du coup, sur un féminisme marxiste, pour essayer de comprendre comment articuler dans notre grille les différents rapports de domination, on va commencer par se dire que dans la tradition marxiste, ça je pense pour tout le monde, on a la notion que ce qui va structurer le capitalisme en tant que système, c'est le rapport d'exploitation entre les classes et donc, on va dire, le rapport de production. Ce rapport d'exploitation entre les différentes classes, effectivement, c'est pour tout marxiste, on va dire, c'est évident, il est déterminant, mais aussi on n'est pas aveugle, on comprend bien qu'en dehors des rapports d'exploitation, entre différentes classes, il existe aussi différents rapports de domination entre différents groupes sociaux qui ne sont pas des classes sociales. Alors pourquoi c'est pas des classes sociales ? On va dire qu'il faut plusieurs éléments pour déterminer une classe sociale. On peut en utiliser plusieurs. Une classe sociale, elle se détermine par sa place dans l'appareil de production et dans les rapports d'exploitation qui en découlent. Et l'autre, c'est la vocation d'une classe à se reproduire en tant que classe.
Et c'est important de fixer ça parce que ça permet de comprendre notre opposition, par exemple, à des féministes comme Christine Delphi, par exemple, que, bon, voilà, dans notre courant, et on va dire aux États-Unis, globalement, ce courant s'appelle féminisme radical, mais sinon elle s'appelle elle-même féminisme matérialiste, avec lesquels on a beaucoup de points communs, notamment le travail domestique, mais sur toute la question qu'elles ont théorisée autour du travail domestique, mais par contre elles parlent de classe d'hommes et classe de femmes, et nous on pense que ça c'est pas possible de définir les femmes et les hommes en tant que classe. Et ces rapports de domination, voilà, qui ne sont pas des rapports pas d'exploitation au sens, voilà, au sens d'exploitation entre les classes, ils peuvent se jouer à plusieurs niveaux et les groupes qui en résultent peuvent varier. Néanmoins, on va nommer oppression ce qui est la résultante d'une structure, et quand je dis structure, c'est-à-dire l'organisation des liens de domination entre les individus au sein de la société. Et parce que c'est une structure, en fait, il n'est pas possible de sortir d'une oppression, quand bien même les individus opprimés le voudraient. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'individus opprimés qui le voudraient. Quand on parlait d'intégration et d'assimilation, ça veut dire que c'est en partie possible, mais c'est jamais possible complètement. On ne peut jamais sortir complètement de son rapport d'oppression. Bon, et on va aussi nommer oppression spécifique et transversale, une oppression qui va traverser les différentes classes sociales. Et quand on dit qu'elle traverse les différentes classes sociales, c'est évidemment, il y a des spécificités en fonction des classes sociales dont les individus font partie. Donc, il y a deux grandes oppressions qui s'imbriquent avec le rapport de classe dans le système capitaliste, donc l'oppression de genre et le racisme. Ces oppressions-là, elles existaient avant le capitalisme. Pour l'oppression des femmes, elles existaient même avant la formation des classes sociales et donc l'apparition de la propriété privée. Et c'est pourquoi, en fait, ces oppressions, elles ont une partie d'autonomie, une dynamique, dans leur dynamique, dans le système capitaliste. Mais dans le système capitaliste, il est impossible de penser le patriarcat comme un système autonome. Et dire ça, ça ne veut pas dire que le capitalisme il a absorbé le patriarcat. On pourrait même dire qu'il a été autant configuré par le patriarcat que le patriarcat a été reconfiguré par lui. Et par exemple, pour donner un seul exemple de reconfiguration, on observe une modification de la cellule familiale qui est le centre de la reproduction. Aurore l'expliquera bien après. On va observer une modification de la cellule familiale du passage du féodalisme au capitalisme entre voilà, un moment où la cellule familiale est très large et organise en fait la production, notamment dans la paysannerie, et en fait on va passer à une sphère, une cellule familiale qui se recentre sur son noyau, ce qu'on appelle la famille nucléaire, dont la production sort de cette cellule familiale et n'est plus que cellule de reproduction. Ces oppressions, elles touchent différents groupes à des degrés différents qui peuvent varier dans l'histoire, qui peuvent varier en fonction du contexte politique, de la zone géographique, du rapport de force entre les classes. Par exemple, le caractère d'étrangeté, en fait, il est largement variable et il a subi des flux et des reflux. Les exemples là-dessus, par exemple, c'est voilà, la question juive. On voit bien que être juif aujourd'hui, c'est pas exactement au niveau de l'oppression, c'est plus aussi central que toute une série de groupes pour la classe dominante, par exemple, mais aussi, par exemple, l'immigration italienne, portugaise au XXe siècle. Et il en va de même pour les normes de la sexualité qui ont en fait énormément évolué tout au long du XXe siècle. Par exemple, être un homme gay, blanc, bourgeois à Los Angeles aujourd'hui, c'est globalement une situation, on va dire, relativement plus confortable, mais pour autant, le gay, tout autant bourgeois et blanc qu'il est, peut être opprimé en tant que gay, c'est-à-dire que s'il traverse la rue, il peut tout à fait se faire agresser pour son orientation sexuelle, et que par ailleurs, dans un contexte de retour à l'ordre moral et de retour et une offensive réactionnaire, notamment par exemple l'élection de Trump, il peut subir voilà, des retours au niveau de l'offensive réactionnaire. Et les fonctions de ces systèmes, de ces oppressions, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais en fait elles n'ont pas pour but de diviser la classe, elles la divisent. C'est la conséquence, elles divisent la classe. Mais ce n'est pas leur but. C'est-à-dire que le but de ces oppressions, elles existaient en dehors de l'existence du système capitaliste. Par exemple, la fonction du patriarcat, elle a pour
but essentiel la reproduction de la force de travail, mais aussi la reproduction de la classe dominante, et c'est important parce que le mariage, en fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet l'héritage et le passage de l'héritage pour la bourgeoisie, et ça permet surtout une surexploitation des personnes opprimées d'un point de vue de la division du travail. La justification de l'oppression, elle peut être diverse, c'est-à-dire qu'on peut parler d'essentialisation, de naturalisation, ça peut être religieux, ces critères ils peuvent être d'ailleurs vus comme positifs ou négatifs, c'est-à-dire par exemple la douceur qui est assignée souvent aux femmes, c'est pas en soi un critère négatif, c'est en fait le problème c'est que ça permet d'assigner les femmes à certaines tâches. Donc sur la division, les divisions donc elles vont s'opérer selon des critères physiques, arbitraires bien sûr, sur lesquels vont se construire des critères sociaux. Donc par exemple sur la division sur le sexe biologique, qui est complètement arbitraire, on va fonder des critères sociaux, un genre, et aussi les personnes qui subissent le patriarcat. En fait c'est un vaste champ, ce n'est pas que les femmes, bien évidemment, ça va être tous ceux qui vont être une entrave au fait de reproduire la force de travail. Donc, en fait, qui vont contredire la norme hétérosexuelle et donc toutes les personnes LGBTI. Et ces divisions sont des catégorisations sur lesquelles va se fonder l'identité. Et l'identité, évidemment, ce n'est pas un choix. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça peut éventuellement être une réaction par rapport au système, et donc c'est comme ça qu'on va se réapproprier des identités qui nous ont été assignées pour combattre l'oppression et pour combattre le système. Donc, une fois ceci dit, le centre en fait de ce qui semble émerger ces dernières années d'un féminisme marxiste, c'est ce qu'on a appelé la théorie de la reproduction sociale, et que je vais exposer très brièvement parce qu'on est en train de dépasser les temps. Donc la théorie de la reproduction sociale, elle va s'opposer à deux autres lectures. Une lecture qui pense l'oppression des femmes comme essentiellement symbolique et ou idéologique, mais également une certaine lecture marxiste qui pense que cette oppression, elle est contingente et qu'à la limite, le capitalisme est indifférent aux oppressions. Donc, que dit la théorie de la reproduction sociale? Deux choses centrales. Premièrement, qu'il y a une base matérielle à l'oppression des femmes. En ce sens-là, elle ne se distingue pas radicalement des féministes matérialistes comme Delphi. Deuxièmement, que cette base matérielle se retrouve dans tous les modes de production et que c'est la reproduction. Donc la base matérielle de l'oppression des femmes, c'est la reproduction, mais la reproduction en tant qu'elle a un double aspect, une double nature. D'une part, il s'agit de la reproduction d'espèces sur le long terme, donc la reproduction biologique, l'éducation des enfants, etc. Donc là, on est sur du long terme. D'autre part, il s'agit de la reproduction des travailleurs et des travailleuses au quotidien, ainsi que des anciens travailleurs et travailleuses, par la préparation de la nourriture, l'entretien du logement, le travail émotionnel, le travail sexuel, etc. Mais dans ces deux aspects que j'ai dédoublés pour l'analyse, en fait, on voit que la reproduction, ce n'est finalement qu'une seule et même chose, c'est la reproduction de la force de travail sur le court et sur le long terme. Et c'est pourquoi, dès qu'il y a production, il y a nécessité de reproduction. On a besoin de produire et de reproduire la force de travail. Et c'est pourquoi également production et reproduction sont inextricablement liées. La production, elle est déterminée en grande partie par la reproduction, parce que si on ne peut pas reproduire la force de travail, à un moment il y a un problème dans la sphère de la production. Et inversement, la sphère de la reproduction, elle n'est pas totalement détachée de la sphère de la production. Et dès lors, ce qu'apporte cette théorie, c'est en fait la possibilité de penser à un système unitaire tout en soulignant les spécificités de la domination des femmes, en liant en fait production et reproduction. Et dès lors, ce système unitaire, il est tout autant capitaliste que patriarcal. Si on comprend patriarcat comme domination des femmes, en fait, il est les deux. Et ça doit nous pousser à repenser aussi bien notre vision du patriarcat que notre vision du capitalisme, parce que ça veut dire que le capitalisme, en fait, il s'est fondé et il est encore dépendant de la sphère de la reproduction. Donc, en fait, ça va dans les deux sens. Par ailleurs, juste deux ajouts rapides sur cette question de la théorie de la reproduction sociale.
c'est que la question de la reproduction, elle est véritablement centrale sous un autre aspect, puisque c'est elle qui produit sous le capitalisme la seule marchandise elle-même productrice de survaleur, c'est-à-dire la force de travail, donc elle est essentielle. Et Marx et Engels avaient bien senti la nécessité de la reproduction. Il l'évoque à de multiples reprises, notamment dans l'introduction de l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, mais aussi à certains passages du Capital. Le problème, c'est que, même s'ils l'évoquent, ils ont passé en grande partie sous silence les processus concrets qui permettent la production et la reproduction de la force de travail. En fait, tout se passe comme si elle se régénérait d'elle-même, comme si c'était un processus naturel, spontané, etc. Et sans voir finalement quel était le fruit d'un constant effort social qui, par ailleurs, a été majoritairement délégué au cours du temps et encore aujourd'hui aux femmes. Bon, par ailleurs, Lise Vogel, elle montre même qu'il y a une constante contradiction au sein du capitalisme entre la nécessité d'une part de toujours plus accumuler de valeur et la nécessité dans le même temps de reproduire la force de travail, ce qui a toujours un coût social entre guillemets, même s'il peut être réduit au minimum. Enfin, pour terminer, une dernière remarque sur cette théorie de la reproduction sociale, ce qui me semblait important vu qu'on est sous le signe de l'intersectionnalité dans ce débat, c'est que mettre en avant cette théorie, ce n'est pas un moyen pour nous de passer sous silence les questions antiracistes, ce que ferait l'intersectionnalité. En fait, bien au contraire, et notamment les théoriciennes de la reproduction sociale ont abondamment souligné les évolutions récentes de la reproduction à l'échelle internationale, qui montrent en fait qu'au centre du travail reproductif à l'heure actuelle, c'est les femmes racisées, immigrées ou migrantes. Ce sont majoritairement elles qui effectuent ce travail reproductif, que ce soit dans les pays du Sud, en fournissant en fait à l'échelle internationale des travailleurs et des travailleuses, ou elles-mêmes en immigrant dans les pays du Nord, où de plus en plus elles prennent en charge le travail reproductif de ces pays. Et de fait, on constate un phénomène important d'évolution du travail reproductif, qu'on pourrait qualifier de privatisation de ce travail. Le travail reproductif qui auparavant était essentiellement effectué dans le cadre du foyer, gratuitement, hors du marché, etc., puis qui a été en partie socialisé par le biais des services publics. Ben, ce travail reproductif, de plus en plus, il tend à devenir une marchandise comme une autre, dans un contexte global de régression des acquis sociaux, de crise et de nécessité de développer de nouveaux marchés. Et dès lors, dans ce cadre-là, les femmes racisées, immigrées ou migrantes, ce sont essentiellement celles qui effectuent ce travail reproductif désormais rémunéré. Et c'est ce double phénomène qui les place au centre du travail reproductif à l'échelle internationale et du coup qui les rend centrales de notre point de vue stratégiquement. Donc une fois qu'on a dit ça, on va passer à ce que dit la théorie de l'intersectionnalité, sur comment discuter, comment la critiquer et quels problèmes vont poser cette théorie. Donc la première chose, c'est que l'intersectionnalité, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une théorie qui est liée à ce qu'on a appelé la troisième vague du féminisme et qui est principalement une production à la base théorique, critique dans les années 90 autour des questions des oppressions, que ce soit voilà, les questions LGBTI, les questions antiracistes, les questions féministes. Donc très rapidement, parce que je pense que Selma reviendra là-dessus plus en détail, le terme en lui-même, il nous vient de Kimberlé Crenshaw, une juriste universitaire afroféministe qui a publié en 1991 un article « Cartographie des marges », où elle se base en fait sur une enquête qu'elle a réalisée sur les violences subies par les femmes racisées, en particulier les femmes noires, et où pour la première fois elle utilise le fameux terme d'intersectionnalité pour désigner la place spécifique qu'occupent les femmes noires dans la société à l'intersection du racisme et du sexisme. Et c'est à ce moment-là qu'elle théorise les différentes oppressions comme différentes routes, différentes parallèles qui peuvent se croiser. Voilà, donc on ne reviendra pas en détail sur la théorie ou sur comment elle a pu être mobilisée justement par les féministes noires, parce que comme on l'a expliqué, nous là on va vraiment parler de l'adaptation militante et notamment du contexte français de cette théorie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui pose problème dans cette adaptation ? Notamment, on va avoir un déplacement avec une lecture des oppressions qui vont se faire de plus en plus en termes d'identité, et du coup qui vont devenir aveugles aux structures qui se cachent derrière et qui déterminent ces identités.
On peut dire qu'il s'agit d'une forme d'idéalisme, si on utilise les grands mots, qui du coup projette l'oppression à un niveau purement individuel ou interindividuel, avec une attention qui va être spécifiquement portée sur le langage qui devient un vecteur de l'oppression centrale et déterminant. Donc, pour faire très court, parce qu'on est vraiment en retard par rapport au temps qu'on s'était fixé, et qu'on a encore quelque chose à dire, mais les éléments qu'on voudrait surtout revenir, c'est ce qui a fait émerger toute la question de la théorie des privilèges, parce que c'est quelque chose, voilà, pour notamment aussi critiquer le langage, on a beaucoup discuté de la question des privilèges, et d'ailleurs quand on parle d'oppression aujourd'hui, on n'entend plus que parler de privilèges. Et les privilèges, bon, de manière schématique, on va avoir ceux qui vont cumuler des privilèges, donc qui en ont beaucoup, d'autres qui les cumulent un peu moins, d'autres qui les cumulent pas du tout. Voilà, les privilèges, c'est quelque chose en gros sur lequel tu peux rien. Au mieux, tu peux reconnaître ton privilège, voilà, c'est quelque chose qui existe par ailleurs. Et les privilèges, le problème, c'est que dans cette théorie, ils deviennent, en tout cas dans l'application militante, on va dire, ils commencent à devenir presque tous à égalité. Il n'y a pas un privilège qui est pire qu'un autre. Et bon, alors, il y a deux choses de le voir comme ça, c'est-à-dire, sur le papier, on se dit pourquoi pas, parce que ça fait comprendre de manière assez concrète ce que c'est l'oppression. Enfin, voilà, que l'oppression, ça se concrétise par des éléments matériels, c'est-à-dire des éléments qui, par ailleurs, existent en termes de relations entre les individus. Ça, c'est une réalité. Mais le problème, c'est, on va le définir en donnant des exemples très précis pour montrer les problèmes que ça peut poser. Par exemple, si on prend l'exemple du privilège qu'on va nommer classiste, donc dans l'application militante, encore une fois, voilà, c'est ce qu'on entend en ce moment voilà, dans les milieux féministes. Le problème du privilège classiste, c'est qu'il est censé concerner une discrimination contre les personnes étant d'une classe inférieure. Là, on a directement deux problèmes qui émergent. Le premier problème, c'est, on ne dit pas que le problème, c'est qu'il existe des classes sociales. Le problème, c'est la discrimination que certaines personnes qui auraient le privilège classiste font subir à l'encontre des autres issus d'une classe inférieure. Le deuxième problème, c'est que pour nous, ce privilège, c'est pas un privilège individuel. C'est un rapport d'exploitation. Ce rapport d'exploitation, il est mis au même niveau que n'importe quel autre privilège. Par exemple, le privilège validiste, c'est-à-dire le privilège d'une personne valide à l'encontre d'une personne qui n'est pas valide, sauf qu'il y a un petit problème là-dedans, c'est que la personne valide, elle peut effectivement prendre les marches de la sortie du métro sans problème, donc on pourrait dire effectivement c'est un privilège, mais sauf que ça ne peut, la personne valide n'a aucun intérêt à ce que la personne non valide n'ait pas une accessibilité, alors que le patron a un intérêt à exploiter son travailleur. Et donc les intérêts vont être gommés pour les privilèges pour tendre à gommer le système d'oppression et en faire, voilà, comme le disait Aurore, des rapports intra-individus. Deuxième problème, c'est que dans l'idée de privilège, il y a une idée de quelque chose en trop. Mais par exemple, si on prend un truc très simple, c'est par exemple, moi, voilà, je suis blanche, je suis de nationalité belge, donc j'ai le droit de me déplacer sans problème dans l'Union européenne et par ailleurs presque partout dans le monde, assez facilement. Je n'ai pas un privilège par rapport à une personne sans papier, c'est la personne sans papier qui n'a pas le droit, des droits en fait qu'on réclame pour toutes et tous. C'est pas quelque chose qu'on devrait m'enlever, c'est quelque chose que devraient avoir les personnes sans papier en plus. Voilà, je pense que... Oui, et à partir de là, quelles politiques, quelles perspectives sont proposées en fait s'il ne s'agit plus de changer les structures, il va s'agir du coup de changer les individus un par un et une par une. Et la politique majoritaire qui est proposée, c'est alors soit celle d'une déconstruction individuelle de plus en plus poussée, soit celle de la constitution de ce qu'on a appelé des espaces safe, c'est des espaces sécurisés, en non-mixité, avec l'idée que dans ce cadre-là, l'oppression ne s'exercerait pas. Donc deux instruments, la déconstruction et la non-mixité, que bien sûr on peut reprendre à notre compte, mais qui deviennent en fait des fins en soi, et à ce titre-là qui nous semble limité. En découle également une essentielle
hiérarchisation des positions sociales qui va figer les individus en deux groupes figés dont on ne peut pas sortir, avec d'un côté les dominants, de l'autre les dominés, sous tel axe de domination. En découle également la croyance en une infaillibilité des dominés. Toute personne, si elle est opprimée, détient la vérité absolue de son oppression et la vérité de son émancipation. Et il est alors impossible de la contredire, à moins d'être soi-même opprimé de la même façon. Et cette idée conduit d'ailleurs certains milieux militants à une course à l'infini des dominations, puisque selon cette conception, alors la personne qui a le plus de pouvoir politique est mécaniquement celle qui est la plus opprimée. Mais on en vient aussi à théoriser des choses fausses. Par exemple, les femmes blanches deviennent quasiment le seul instrument de la domination, quand bien même ces mêmes femmes blanches seraient ouvrières, lesbiennes, etc. Enfin, découle de cela que la seule politique qui est proposée aux dominants, qui sont politisés, c'est alors celle d'être de bonnes alliés, en gros, se taire et suivre la politique dictée par les personnes concernées. Et le problème de cette notion d'allié, c'est qu'elle fait éclater totalement la question des sujets politiques. À la limite, on peut dire que tout le monde est dominant, tout le monde est dominé, au moins sur un axe. Tout le monde est potentiellement dominant, tout le monde est potentiellement un allié. Et du coup, face à cela, on est perdu au niveau de qui est le sujet politique, qui est l'adversaire objectif du sujet révolutionnaire. Bref. Et finalement, dernière conséquence, on en vient alors à moraliser énormément la politique, à culpabiliser les individus qui sont de toute façon dans des positions sociales essentialisées de dominants ou de dominés. Et il va plus s'agir de convaincre rationnellement et politiquement, mais d'imposer et de silencier celles et ceux qui ne sont pas d'accord, ce qui pose évidemment un problème de démocratie, mais qui semble évident. Bon, on va conclure rapidement, même si on est au-delà du temps et chacun aura un peu plus de temps, mais pour le dire, désolé. Pour essayer de trouver des éléments de conclusion, nous, en fait, on estime que c'est pas un supplément d'âme d'être féministe, mais que justement la compréhension de la question de la reproduction et du travail reproductif, en fait, il nous aide à comprendre comment le féminisme, c'est un élément important dans la lutte des classes. Mais, à mon avis, la question qui se pose à nous, c'est comment en finir avec toutes les oppressions. Et c'est la question clé en termes de stratégie. Et c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en lumière la question du capitalisme et comment ça s'imbrique l'oppression, les oppressions au système capitaliste. C'est évidemment que pour nous, il faut en finir avec ce système, donc faire la révolution. Et du coup, quand on a dit ça, la question stratégique, c'est quand même de savoir quel est le sujet révolutionnaire. Et là, on continue à l'affirmer, le sujet révolutionnaire, c'est la classe ouvrière. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé toute la question. Parce que la classe ouvrière, d'ailleurs, elle ne l'a jamais été, n'est pas composée majoritairement d'hommes blancs. Et elle ne l'a jamais été. Même le travail industriel, si on regarde les luttes dans les années 60-70, il y a énormément en fait, de personnes issues de l'immigration qui luttent dans les usines automobiles, par exemple. Et donc on dit ça, on dit qu'elle est majoritairement composée de femmes, de personnes LGBT, de personnes racisées, d'immigrés, de migrants, etc. Donc, mais autre chose aussi, c'est de dire que voilà, on ne se bat pas par ailleurs pour la classe ouvrière, pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue stratégique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On n'estime pas qu'on se bat pour la classe ouvrière parce qu'elle serait la plus opprimée, ni parce qu'elle serait intrinsèquement la meilleure, mais bien parce que elle possède la force et les armes de mettre fin à la société divisée en classes et faire émerger une société émancipée de l'exploitation et des rapports de domination. Donc pour conclure également, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un grand besoin pour notre courant à élaborer sur ces questions-là, à s'emparer en fait des textes. À la fois, on a beaucoup à apprendre par exemple du black feminism américain, même du féminisme matérialiste en France, mais à la fois on a besoin aussi de se réapproprier la tradition féministe marxiste anglo-saxonne et des textes et un corpus qu'on connaît vraiment très mal, pour pouvoir après élaborer nous-mêmes, discuter entre nous, et en ce sens-là, c'est très bien qu'il y ait cet atelier à l'université d'été.
Autre conclusion, c'est que par ailleurs, nous, on a quelque chose à apporter et c'est vraiment en termes de stratégie et de perspective. Et une fois qu'on a réussi à se mettre d'accord sur l'analyse de l'oppression, des oppressions et de leur articulation à l'exploitation capitaliste, dès lors, il faut se mettre d'accord sur la question de l'orientation à proposer aux luttes concernant l'oppression. C'est d'autant plus important sur les questions féministes que quand même les femmes ont une importance stratégique particulière puisqu'elles constituent de fait la moitié de la population et 48% de la population active et qu'on a souligné combien elles demeuraient encore aujourd'hui centrales dans le travail reproductif. Alors ça fait plusieurs années qu'à l'université d'été, je suis assez mal à l'aise en fait par rapport au fait que l'on débat des luttes antiracistes ou de la façon dont les personnes victimes de racisme on débat de la façon dont ils s'organisent, que ça fasse l'objet en tout cas de débats, mais en l'absence des principaux concernés. Donc, bon, c'est peut-être moins le cas cette année, je ne sais pas, mais en l'occurrence, pour ce débat-là, on aborde la question de l'intersectionnalité sous un angle déjà critique, mais sans la présence de militantes féministes noires, parce que bon, on parle beaucoup du black feminism, des traditions anglo-saxonnes, etc., mais il existe aussi une tradition féministe non blanche en France et dans les ex-colonies. Donc je vais surtout, l'intersectionnalité ça soulève plein de questions, mais en fait, avant de parler de critique, c'est bien de savoir en quoi en fait ça peut être un apport pour nous marxistes, pour nous militants anticapitalistes. Et à mon avis, il y a deux éléments, c'est-à-dire, que je vais essayer de développer, c'est d'une part comprendre un peu d'où ça vient. En quoi, en fait, c'est un outil qui permet de faire émerger l'existence politique, qui permet de faire émerger, en fait, l'existence politique de femmes noires. Et donc, dans le contexte américain, ça a été essentiellement un acte pour exister politiquement, essayer de revenir à ces racines-là, et en même temps, en quoi c'est utile pour nous pour, d'une certaine façon, décloisonner des luttes qui sont souvent majoritairement menées par défaut, par, disons, les éléments les plus dominants de notre classe, ou alors les personnes de notre classe qui passent le plus, en tout cas pour le système capitaliste. Après, dans le contexte de ce débat, je pense que malheureusement l'apport de l'intersectionnalité sera très limité en l'absence de militantes intersectionnelles afroféministes. Donc en tant que maghrébine, j'essaierai de mettre du piment, du har, dans la soupe de l'anticapitalisme blanc. Mais je vous avoue que le har du maghrébin n'est pas aussi fort que celui des noirs. C'est pour vous donner un peu une image un peu de ce qu'on manque aujourd'hui. Je vais essayer. Alors après, pour établir un point de vue, moi je pars du NPA, je pars de qui nous sommes là aujourd'hui. Et la question que je me pose, c'est quoi le bilan politique aussi de notre classe, pour essayer de comprendre aussi à côté pourquoi il y a des mouvements qui se développent à l'extérieur de nos espaces. Par exemple, je vais vous poser une question. L'année dernière, à l'université d'été, il y a eu 68 interventions. Est-ce que quelqu'un a une idée sur 68 interventions? Là, je pose une question. Combien d'hommes blancs ont intervenu sur ces 68 débats? Est-ce que quelqu'un veut lancer un chiffre? 70, 80. Oui, ils peuvent être plusieurs. 200. 200, d'accord. Des femmes? Combien de femmes sur 68 interventions? 4. 24, ok. On va dire ça. Et de personnes non blanches? 2, 5, ok. Moi, franchement, j'ai été sotte parce qu'on s'intéresse un peu à l'internationalisme, donc ça va. Donc, en fait, j'ai compté avec ce que je savais. C'est-à-dire que l'année dernière, à l'université d'été, il y a à peu près, parce qu'après, il y a des tables rondes, je ne peux pas compter combien de personnes sont là. Sur 68 interventions, il y avait 50 hommes blancs, 31 femmes, et des non-blancs, moins de 10. Donc, quand on parle, en fait... ça interpelle en tout cas en tant que marxiste et en tant que marxiste qui se réclame du matérialisme. Pourquoi
finalement, on souhaite unir la classe, mais pourquoi est-ce qu'on est toujours englué dans ça, en fait, alors qu'on est censé proposer quelque chose d'alternatif? C'est une question, comme ça, je balance. Après, vous pourrez vous amuser avec le programme de cette année à faire vos petites statistiques. Je suis intéressée de connaître vos résultats. Voilà. Alors, donc là, je vais essayer de vous définir un peu d'où ça vient, un peu l'intersectionnalité, même si je ne m'attache pas trop au terme, en fait. Je m'attache plus en quoi, en fait, c'est un outil de libération pour des personnes qui subissent différentes oppressions. Donc, comme ça a été dit précédemment, disons que c'est un outil, en fait, d'analyse. C'est pas une théorie qui est figée de A à Z, mais en tout cas, ça permet de comprendre en quoi la multiplication des oppressions font que la manière dont une personne, disons, noire, femme et éventuellement lesbienne ou trans vit son oppression, elle la vit, et pauvre aussi, la vit de manière qualitativement différente d'autres oppressions, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une addition entre différentes oppressions, c'est qu'elle crée une catégorie complètement différente dans laquelle elle n'est visible ni dans la lutte sociale syndicale classique, ni dans la lutte féministe telle qu'elle est perçue majoritairement, et ni dans la lutte antiraciste telle qu'elle est perçue majoritairement. En fait, l'intersectionnalité, ça permet en fait de comprendre cette variable et de comprendre que en fait, les oppressions, elles ne sont pas là juste pour diviser, elles créent des expériences de vie qui sont radicalement différentes. Et c'est une vraie question quand on se pose la question de comment unir et comment être solidaire des uns des autres, comment unir la classe quand ces personnes-là subissent des oppressions multiplicatives et se retrouvent isolées. Donc, bien que ce terme il soit identifié au tournant des années 80, fin des années 90 par Kimberlé Crenshaw, on parlait déjà d'oppression imbriquée, d'oppression simultanée. Donc, d'une certaine façon, la tradition intersectionnelle, en tout cas les féministes noires en France telles qu'elles le voient, elles plongent aussi cette vision des choses beaucoup plus loin en arrière. Ça a été notamment le travail historique d'Angela Davis sur Femmes, race et classe, où elle rappelle justement ces figures-là oubliées de la lutte de classe, notamment Sojourner Truth, qui était une ancienne esclave, qui était venue à la Convention des femmes, donc Convention des femmes aux États-Unis majoritairement blanc, majoritairement aussi bourgeois, c'est-à-dire axé, je dis pas que c'est juste un mouvement bourgeois, mais que c'était en tout cas axé sur le droit de vote des femmes. Et du coup, elle a voulu intervenir. Les bourgeoises n'ont pas trop aimé ça parce qu'elle parlait de la question sociale et du vécu de l'esclavage comme une expérience radicalement différente du fait d'être une femme blanche. Elle explique par exemple que on subit un travail forcé et non payé, qu'on donne naissance à des enfants mais qui ne nous appartiennent pas. Donc tous ces éléments-là en fait qui font que comme les autres femmes ne s'y reconnaissent pas, elles se disent tiens, de quoi elle vient nous parler, bien que pour nous en tout cas c'est une question sociale radicale, pour ces femmes-là ça détourne l'attention du combat principal qu'elles pensent elles nécessaire, à savoir juste le droit de vote. Et on peut dire que cette façon de voir les choses, de dire que vous détournez en apportant des éléments trop spécifiques, vous apportez des éléments trop compliqués, que ça détourne de la lutte principale, on peut dire en tant que révolutionnaire que c'est une stratégie qui est profondément réformiste, parce que d'une certaine façon, les syndicalistes, la bureaucratie syndicale a intérêt de garder un homme blanc à sa tête. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez une secrétaire générale d'un syndicat femme dans la lutte des classes en France? La FSU, d'accord. Et pourtant, le mouvement syndical français ne date pas d'hier et les femmes ont joué un rôle important. On peut aussi parler des mouvements dits LGBT où finalement c'est majoritairement dominé par des hommes gays. On peut aussi dire que le mouvement antiraciste est majoritairement dominé par des hommes. Voilà. Même si en fait c'est pas vraiment le cas, c'est pas totalement le cas, mais
il y a ces dynamiques-là en fait qui se développent, et le truc de dire voilà, on va parler de la majorité. Voilà. Et les autres, c'est trop compliqué. Et justement, nous en tant que... une intervention à mon avis qui se veut révolutionnaire, et en ce sens intersectionnalité c'est intéressant parce que ça pose les questions de manière concrète, c'est comment lier par exemple la question du sexisme et la question du racisme. Tu vois, tu avais donné l'exemple tout à l'heure de la question de la lutte contre l'islamophobie, de l'interdiction du port du voile à l'école. C'est à la fois une lutte antisexiste et une lutte antiraciste. Mais dans un contexte français où le mouvement féministe tel qu'il s'était développé était resté avec une vision très nationale, très, très, très blanche, et du coup, ces idées instrumentalisées contre les femmes musulmanes. Et du coup, on relègue les femmes musulmanes dans l'espace domestique, on leur nie des droits qu'auraient d'autres femmes. Donc d'une certaine façon, elles ne sont pas des femmes au même titre que d'autres. Et donc du coup, ça pose la question de la convergence, et du point de départ en fait de cette convergence-là, c'est d'où on part. Est-ce qu'on part du sujet qui paraît nous être le plus majoritaire, de notre classe sociale, et souvent, naturellement, on pense à l'ouvrier blanc qui se présente aux élections présidentielles, ou est-ce qu'on identifie des moments politiques où on se dit tiens, on va s'appuyer sur telle personne et on va la mettre en avant, on va la défendre. Je donne un exemple un peu concret. Je ne sais pas si vous avez suivi la présidente de l'UNEF Sorbonne, Mariam Pouchetou, qui porte le hijab, qui a parlé. Du coup, il y a eu un déferlement super raciste contre elle, et sexiste aussi. Et jusque dans les rangs de la gauche, le NPA ayant fait un très bon travail sur le sujet. Donc on a cette espèce de député, là, Adrien Quatennens, qui déclare « Lorsqu'on est représentant politique ou syndical en fonction, on ne doit pas avoir ses convictions religieuses, car on doit s'attacher à représenter tout le monde. » Représenter tout le monde. C'est marrant parce que, en fait, c'est souvent dans les milieux militants, quand on veut parler d'autres questions dans une lutte donnée, on nous dit, par exemple, dans un cadre, disons, de lutte dans une école, on va nous dire « Ah oui, mais si on parle d'islamophobie, on va s'adresser qu'aux musulmans, on va tomber dans le communautarisme, parce qu'on va s'adresser qu'à eux. » Ou alors, quand une militante handicapée sur un débat sur l'austérité parle de son vécu en tant que personne handicapée ou en tant que femme handicapée, on va dire ouais, mais en fait, si on commence à faire la liste de tous les gens opprimés, ça va pas être audible, on va pas se comprendre. Parce que c'est trop compliqué, il y a trop de trucs, waouh. Donc la question, c'est surtout, dans un premier temps, d'écouter ces témoignages, d'écouter ces vécus et de comprendre en fait en quoi ces personnes sont spécifiquement attaquées par le système. Et en quoi ces personnes-là, qualitativement, peuvent changer les choses. Récemment, sur les mouvements liés au handicap, et d'ailleurs, ce qui m'a marqué dans le militantisme intersectionnel en France, c'est qu'elles n'oublient jamais cette question-là. Ça fait vraiment partie prenante de leur problématique, alors que nous, on a un peu plus de mal à l'articuler. Et pourtant, il y a une puissance un peu de cette lutte antivalidiste. Il y a quelques jours, je crois que des personnes handicapées ont bloqué la 380. Là, en termes de stratégie, pourtant, c'est peut-être des gens qui sont exclus de la classe ouvrière, du milieu du travail, des sociabilités habituelles parce qu'elles sont exclues de l'espace public, et pourtant, elles rendent un grand service à la lutte en bloquant des autoroutes. Donc voilà, c'est juste pour vous dire en fait à quel point dire les choses concrètement, parler des oppressions concrètement, de ce qui nous sépare dans nos différents vécus en tant que membres de la classe, de la même classe, justement, c'est ça qui permet de concrètement d'élaborer des stratégies efficaces et des stratégies en fait aussi originales mais aussi efficaces. Je voulais parler aussi d'un parallèle que j'avais remarqué, notamment dans la façon dont les conflits existaient entre les féministes noires et les féministes blanches. D'une certaine façon, les féministes noires aux États-Unis étaient la branche un peu plus lutte de classe du féminisme blanc. Exemple sur la question de la lutte contre l'IVG,
ce sont les femmes noires et latinos et amérindiennes qui étaient les premières en fait à risquer leur vie dans des avortements clandestins. Et de l'autre côté, et ça c'était totalement ignoré par le mouvement féministe blanc et encouragé par les féministes blanches petites bourgeoises, c'était la question de la stérilisation des femmes. Parce que dans les États du Sud qui sont ségrégationnistes, et aussi il y a une peur du pauvre qui fait des gamins comme ça, il y avait peur que la population noire supplante la population blanche. Donc au nom du contrôle des populations, entre les années 60 et les années 70, on a stérilisé à peu près, attendez, j'ai le chiffre, entre 100 000, alors ça c'est que les Noirs, en 74, pardon, un tribunal en Alabama a trouvé entre 100 000 et 150 000 stérilisations de femmes noires dans l'état d'Alabama. Dans le cas de Porto Rico, un tiers des femmes qui étaient en âge de porter des enfants ont été stérilisées de façon permanente. Ces questions-là ont non seulement été ignorées, mais aussi dans la partie, en tout cas bourgeoise, et d'ailleurs je ne dirais même pas féministe en fait, ça a été plutôt quelque chose d'encouragé, mais ça a été finalement un élément qui a été ignoré de la lutte anti-IVG, ou mis en second plan. Alors c'est drôle parce qu'on dit, bon c'est les États-Unis, on dit souvent que les États-Unis sont plus racistes, etc. Et nous c'est différent quoi. Mais en fait, on vit dans un contexte post-colonial. Et en ce sens, je vous invite à vous pencher sur le travail de Françoise Vergès, qui a écrit un peu sur le ventre des femmes, sur le mouvement du MLF, les débuts du MLF aussi, qui s'était engagé dans un combat anticolonial avant de se fonder en tant que MLF. Mais après les décolonisations, s'est refermé dans une vision hexagonale de la lutte, en se centrant essentiellement, il me reste 1 minute, sur la question de l'IVG. C'est juste pour vous donner des parallèles après. Et en fait, sur la question des stérilisations dans la Réunion, enfin, d'une certaine façon, ça a été une question qui a été mise au second plan dans la lutte anti-IVG. Et elle explique ça par un renfermement hexagonal. Et d'ailleurs, l'acte de naissance du MLF, elle parle de renfermement hexagonal, puisque l'acte de naissance tel qu'il a été connu, c'était ce rassemblement devant la tombe du soldat inconnu, un hommage de la femme du soldat inconnu. Donc je vous cite un extrait de ce qu'elle raconte. Pourquoi l'Arc de Triomphe? Pourquoi avoir choisi ce monument souhaité par Napoléon Ier et inauguré en 1836 par le roi Louis-Philippe, qui le dédie aux armées de la Révolution et de l'Empire? C'est un lieu marqué par la généalogie militaire de la formation de l'État national impérial, un lieu sacralisé par l'État, où ce dernier met en scène les célébrations d'une France éternelle et unie représentée par ses armées. Le groupe de femmes veut rendre visible ce qui est effacé dans le récit de la nation, les femmes. Mais leurs gestes tracent aussi leur lutte, l'hexagone et la nation, et temporalité, l'histoire nationale. Donc voilà, c'est un peu les choses qu'elle dit. Alors pour conclure rapidement, c'est ça, je dois conclure. Malheureusement, j'ai pas assez le temps, mais ça mériterait un topo à part entière avec des militantes femmes noires intersectionnelles qui en parlent. Ces dernières années, il y a une réémergence de ça, un retour historique pour faire réémerger des figures qui sont oubliées. Par exemple, la coordination des femmes noires en 1978, le rôle de féministes noires comme Awa Thiam. L'année dernière, je pense qu'à l'université d'été, on avait aussi rendu hommage à Suzanne Césaire. Donc un peu toutes ces figures qui s'en réclament pour se constituer en tant que sujet politique. Et donc pour juste donner une cartographie de ça, je vais juste citer les éléments les uns après les autres. Donc il y a le collectif Moissy, le collectif afroféministe. Il y a aussi une revue qui s'appelle Assiégé. Il y a Fatima Wassa qui va venir demain à l'université d'été, fait partie d'un réseau intersectionnel. Elle met en place des campagnes de solidarité avec des femmes racisées victimes de violences policières pour faire visibiliser la question du sexisme dans la question du racisme. Et enfin, il ne faut pas non plus croire que c'est des gens qui sont complètement cloisonnés. Pour ce faire, je finis avec une citation de Bell Hooks, ça va être très court. Souvent, alors ça c'est dans Assiégé, hein, c'est juste pour vous interpeller, pour vous dire qu'il y a des choses à faire. Souvent, l'approche liée à l'identité et au style de vie est séduisante car elle crée l'impression d'être engagée dans une pratique. Cependant, au sein de n'importe quel mouvement politique qui vise à transformer radicalement la société, la pratique ne peut pas uniquement se résumer à créer des espaces au sein desquels les personnes supposées radicales expérimenteraient la sécurité et le soutien. Le mouvement féministe pour mettre fin à l'oppression sexiste engage activement ses participantes
dans un combat révolutionnaire, et un combat, c'est rarement safe et agréable. Merci pour les exposés qui ont été faits. Et merci aussi Selma de cet exposé qui fait que, après c'est compliqué d'ignorer les questions ou de les nier comme on a souvent tendance à le faire. Donc moi s'il vous plaît, je suis là parce que je suis militante de la tendance claire qui a produit il y a 1 an et demi, 2 ans, moi je ne militais plus trop, un texte sur l'intersectionnalité, mais bon voilà, il a le temps qu'il a, donc c'était un moment T, on a eu besoin de cet outil. C'est un peu symptomatique, on a eu besoin d'un outil extérieur au marxisme, mais j'y reviendrai. Et il ne s'agit pas du tout de figer ça. Et d'ailleurs, en fait, en rédigeant, en préparant cette intervention, je m'en suis beaucoup écartée, en fait. Voilà. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire sur la présence, on vous parlait avant aussi, la non-présence d'afroféministes et tout ça, moi je pense que ce qu'il faut aussi retenir de ça, c'est que ces luttes et ces femmes ont forgé des outils qui ont été tellement puissants, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces outils-là sont incontournables. Et c'est-à-dire que même en leur absence, même en les invitant pas, même en étant entre nous, en fait, ces armes qu'elles ont forgées dans leur lutte, on est obligé de se positionner par rapport à ces armes, pour, contre, critique, partiellement. Mais en tout cas, elles ont réussi. Et de ce point de vue-là, c'est aussi une victoire de leur mouvement que d'avoir rendu leurs outils assez hégémoniques pour qu'on soit obligé de se prononcer sur eux. Donc, ce qu'il faut à mon avis comprendre, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites, Aurore et Mimosa, sur les critiques du mouvement, mais j'y reviendrai, intersectionnel, qui se revendique de l'intersectionnalité en France aujourd'hui, tout ça. Et je pense que c'est important, et vous l'avez fait aussi, mais de revenir d'où on vient et de l'état du marxisme et du mouvement ouvrier depuis quand même des années, la violence qu'il y a eu, par exemple, mais j'y reviendrai, mais quand vous dites que les privilèges, ça consiste à monopoliser la parole, à dire on ne peut pas parler si on n'est pas d'accord avec moi, à dire toi t'as le droit de parler, toi t'as... Oui, mais bien sûr, je suis complètement d'accord avec cette critique, et c'est très grave, mais c'est aussi une réponse au fait que, de fait, il y a des hommes blancs qui disent toi t'as pas le droit de parler, toi t'as pas le droit de parler. Et donc l'outil, il me semble pas être le bon, on doit le critiquer, mais on doit aussi comprendre que c'est une réaction face à une situation d'oppression et de domination. Donc le constat, c'est quoi un peu les fondements théoriques, historiques qui font, calmement, vraiment très généralement, mais qui font depuis des années que le marxisme nie ces questions, il y a quand même l'idée qu'on a un peu tous au fond de nous, que la révolution va résoudre tous ces problèmes-là. Donc ça va, ça avance, on en est de moins en moins là. Et maintenant il y a une autre formulation de ça, c'est la révolution sociale est une condition nécessaire mais non suffisante. Moi je me reconnais très largement dans cette formule, mais je pense quand même qu'il faudra l'interroger, parce que souvent ça veut dire qu'il y a une temporalité, donc c'est-à-dire d'abord on s'occupe de la révolution sociale et on s'occupe en un deuxième temps, en parallèle au mieux, de ces questions-là. Et la question de l'imbriquement de ces questions-là, alors que cette formule les temporalise, à mon avis elle est mal pensée, y compris par moi. Et donc, ce qui est sous-tendu par ça aussi, c'est que quand même nommer les oppressions, se concentrer là-dessus, comme la tâche qu'on a, c'est de faire que la classe ouvrière se constitue comme classe en soi. Elle existe objectivement, mais qu'elle soit consciente qu'elle ait conscience de ses intérêts de classe et qu'elle se batte pour les défendre. Ça, cette tâche-là, elle fait que quand même tout ce qui prétend diviser, tout ce qui prétend ralentir l'atteinte de cet objectif-là, de la constitution de la classe ouvrière en soi, tout ça fait un peu le jeu de la bourgeoisie. C'est quand même des trucs qu'on entend plus ou moins ouvertement et qui sont d'autant plus faciles à dire en ce moment qu'il y a d'un côté une bourgeoisie très réactionnaire qui voilà, la femme à la maison, blablabla, les étrangers dehors, mais il y a aussi toute une bourgeoisie libérale avec la capacité remarquable du libéralisme de s'approprier tout ce qui est subversif, tout ce qui est contestataire, et y compris cette question des oppressions spécifiques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une partie de la bourgeoisie qui fait son jeu de ces identités qui en fait n'en sont pas seulement. Donc du coup je reviens pas, parce que vous l'avez très bien fait, sur le fait que c'est pas des identités comme ça qui flottent dans l'air, mais bien des groupes sociaux qui dès qu'elles émanent des sujets politiques, même si c'est pas des sujets révolutionnaires centraux, mais dès qu'elles émanent des sujets politiques, des groupes sociaux qui existent objectivement, qui existent matériellement, et c'est pas juste une idée. Et de ce point de vue-là, AER a fait l'effort, et on les en remercie beaucoup, de répondre à nos textes qu'on disait que voilà, on le lançait pour le débat. Et justement dans votre texte, parce que vous prêtez la critique d'être postmoderne, mais j'y reviendrai, du coup, votre vocabulaire, en fait, vous n'arrêtez pas de dire que
face à cette centralité de la classe ouvrière, nous on veut mettre en avant les identités, les identités, les identités. Et donc effectivement, quand on lit vos textes, on dit ah bah ouais, s'ils disent ça, c'est quand même sacrément des compos. Or, nous, on ne sait pas notre vocabulaire, les identités. Nous, notre vocabulaire, c'est les cadres, c'est les oppressions spécifiques, c'est une analyse matérielle de ces oppressions-là. C'est pas notre vocabulaire. Si on traite un vocabulaire postmoderne, il en résulte qu'on a des analyses postmodernes. Ça. Sur ce que tu disais, je suis d'accord avec Selma, ce que tu disais, Selma, sur la question, y compris à mon avis, bon ça dépend en fait, je sais pas, mais ça peut être une limite d'une certaine lecture de l'intersectionnalité, mais encore que je me retrouve complètement dans ce que tu disais, que l'idée qu'il y aurait des sphères, il y aurait certaines oppressions qui à certains endroits convergeraient, en fait c'est quand même une vision des oppressions cumulatives, alors que comme tu le disais, il s'agit bien du coup de natures différentes. Il n'y a pas des femmes qui sont opprimées comme femmes d'un côté, comme racisées d'un autre, comme ouvrières, et qui de temps en temps le sont comme les trois en même temps. En fait, substantiellement, enfin qualitativement, elles ont la nature de leurs oppressions sont différentes. Et de ce point de vue-là, mais bon, c'est un peu l'objet de tout ce que je veux dire, mais oui, enfin, il n'y aura pas de... La révolution est une condition nécessaire mais non suffisante. Oui, mais en fait, ça veut quand même dire, quand on dit ça, qu'on est capable de penser la révolution socialiste pas féministe et pas antiraciste, puisque c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Alors, tout ça est complexe, hein, parce que je pense quand même qu'il y a des oppressions, mais j'y reviendrai. Il y a quand même des systèmes qui structurent plus que d'autres, mais encore une fois, c'est la question c'est le poser en termes de temporalité qui fait que quand même, ça témoigne du fait qu'on arrive à penser que ce sont des questions indépendantes, alors que ce sont, pour les personnes qui sont concernées par 1, 2, 3, 4 oppressions, c'est une seule et même question tout le temps. Sur la question de la centralité de la classe ouvrière, AER nous dit, hein, je vous cite parce que c'est assez, enfin, bon, vous avez fait des fins très bonnes, et puis en plus c'est assez symptomatique, enfin, représentatif de beaucoup de choses. Vous dites que vous opposez nous qui voudrions souligner les divergences d'intérêts. Il ne faudrait pas faire ça, il faudrait mettre en avant les intérêts généraux et communs pour unifier notre camp. Ça ressemble quand même beaucoup à mettre ces questions-là sous le tapis, ça ressemble beaucoup à de la minorisation, voire à de la négation. Et en plus, l'autre problème de ça, c'est que si c'est vrai que s'il y avait des divergences d'intérêts au sein de la classe ouvrière, bon, les passer sous silence pour pouvoir faire la révolution, ça peut-être. Sauf que ce n'est pas des divergences d'intérêts, c'est des systèmes d'oppression, avec des opprimés, des dominants, qui se reproduisent à l'intérieur de notre classe. De ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait un manqué, comment vous avez dit, un rendez-vous, un manqué. Entre le mouvement féministe, il n'y a pas juste un manqué entre le mouvement féministe et antiraciste, il y a le mouvement féministe qui est traversé par le racisme et donc par ses représentations matérielles, et donc il y a des convergences, des divergences d'intérêts qui ont joué, et c'est pas juste un manqué un peu théorique, le rendez-vous c'est pas fait, on ne comprend pas trop pourquoi. C'est vrai, enfin, c'est ces intérêts matériels, enfin, tout ce que vous avez très bien analysé, que c'est pas des identités, que c'est vraiment des systèmes, ben, ces systèmes-là ils se reproduisent à l'intérieur de la classe ouvrière, à l'intérieur du féminisme, etc. Donc oui, du coup j'en ai parlé, je sais pas du tout fait dans l'entrejoué. Sur la question des privilèges, moi je suis encore une fois complètement d'accord avec ce que ça fait comme police des pensées, comme toi t'as le droit de parler, toi t'as pas le droit de parler, et puis en plus, du coup il faut quand même un lieu pour que les hommes blancs puissent exprimer leurs préjugés, pour que, y compris, ils puissent en finir avec, donc tout ça, non, c'est vrai. Et je suis très patiente dans mon cas. Donc voilà, il y a tous ces écueils-là sur le fait que ça devient moral, que ça devient individuel, mais pour autant, on ne peut pas se passer d'un outil, après il faut voir ce qu'on en fait, hein, mais bon, on peut pas nier une analyse sous prétexte que les conséquences nous gênent. Et l'analyse qui essaie de montrer comment justement ces systèmes de domination, ils peuvent exister au sein d'une personne, comment ça se décline, ben, je pense que c'est quand même, ça me paraît juste. Et sinon, en fait, je trouve que c'est un peu bizarre d'être marxiste, matérialiste, de penser que tout s'explique pour des raisons objectives, la production, machin, et que par contre, quand un homme est sexiste en réunion, ça relève d'un préjugé, d'un qui se... Non, je dis pas qu'il dit ça, hein. Mais je trouve que du coup, on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et du coup dire que c'est pas la théorie des privilèges qui en soi incarne ça, c'est l'utilisation qui est faite
enfin, les conséquences qu'on tire du fait que les dominations se déclinent à l'échelle des individus. Oui, d'ailleurs. Non, pas. Enfin, non, bref. Et donc, et surtout, l'autre problème, et ça vous l'avez aussi dit, de ces mouvements-là, c'est l'impensée stratégique. Alors là, plusieurs choses, et ça amènera à ma conclusion. C'est que d'abord, il faut quand même être... C'est quand même très différent, le mouvement ouvrier, le marxisme, qui a plus de 200 ans d'existence, et des révolutions, et des bilans qui ont été faits de ces révolutions, des révolutions manquées, des d'autres qui ont été réussies, trahies, voilà. Et ce mouvement-là, qui se revendique un peu de l'intersectionnalité, tout ça, qui est quand même très récent à l'échelle de l'histoire, qui est en plus fait par des gens voilà, archi-opprimés. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que il faut, enfin, souvent, mais pas vous, hein, mais souvent on a tendance à dire, voilà, ils n'ont pas de stratégie. Oui, ils n'ont pas de stratégie. Hein. Et je trouve que c'est... Bon, d'abord, il y a ça. Et ensuite, la question, c'est la méthode qu'on a. Donc, toujours ailleurs, vous dites que si chacun, et là vous nous citez, est bénéficiaire de l'oppression d'un autre groupe, donc si, comme on dit, chacun est bénéficiaire de l'oppression d'un autre groupe, alors dit AR, chaque lutte ne peut être menée que séparément. Et donc, c'est typiquement une méthode en fait qui consiste à dire, en fait, au lieu de se confronter à l'analyse d'une réalité, on agite la conclusion à laquelle mènerait cette réalité pour pouvoir la nier. Donc en gros, si chacun est bénéficiaire de l'oppression d'un autre groupe, ça vous répondez pas, est-ce que chacun est bénéficiaire de l'oppression d'un groupe? Oui, non. Non, parce que sinon chaque lutte peut être menée que séparément. Or nous, la classe ouvrière, hein, donc non. Et en fait, c'est pas une méthode. Et donc, de ce point de vue-là, ouais, c'est ce que je disais en introduction. Donc nous, on s'est... Voilà, comme tous les groupes révolutionnaires, toutes les tendances, tous les trucs, notre but quand même, c'est d'essayer que la classe ouvrière se constitue comme classe en soi. Et pourquoi aller chercher du côté d'outils qui sont extérieurs au marxisme pour essayer de comprendre cette complexité-là? Moi, je pense qu'il faut constater que les gens qui aujourd'hui veulent penser justement l'imbrication de ça, et de opprimer les premières concernées, qui veulent essayer de se constituer en sujet politique, sont obligés de le faire, à l'exception de quelques-uns, avec des outils extérieurs au marxisme. Et ça, on est obligé d'en prendre acte, et on est obligé de se demander, y compris si nous-mêmes, c'est pas comme ça qu'on peut s'enrichir et enrichir nos théories. Et je trouve qu'il y a une incapacité, en fait, je trouve qu'il y a un manque de confiance dans les analyses marxistes, il y a un manque de confiance dans cette analyse qui dit qu'il y a plusieurs classes sociales, il y a plein de classes sociales, il n'y en a que deux qui ont des intérêts complètement antagoniques, la classe ouvrière et la bourgeoisie, et donc il n'y a que la classe ouvrière qui peut, en se constituant comme classe, mener une révolution à son terme et même aller vers l'abolition des classes. Ça, voilà, c'est ça qu'on pense. Et comment... Et en fait, dès qu'on dit, mais attendez, la classe ouvrière, bah oui, mais la classe ouvrière, elle est divisée, au sein, il y a d'autres systèmes qui sont antérieurs au capitalisme, le patriarcat, le racisme, qui ne peuvent pas se résumer à l'intérêt des bourgeois de nous diviser. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et du coup, on nous dit, t'es en train de remettre en question la centralité de la classe ouvrière. Et donc, bah oui, et sauf qu'en fait, quand même... et du coup, moi, un peu la conclusion à laquelle j'en suis arrivée, pour réparer ce topo, c'est de me dire que, plutôt que d'essayer que le féminisme soit lutte de classe, d'aller dans l'antiraciste en disant qu'il faut qu'il y ait un antiraciste soit lutte de classe, se demander ce que ça voudrait dire vraiment que la lutte de classe soit féministe et que la lutte de classe soit antiraciste. C'est pas pour me payer de mots, hein. C'est que je crois que la question elle est là, et alors la question elle est complètement là pour moi, et pour la TC normalement. Enfin, c'est une question, bon, personne n'a pas de réponse, mais et en préparant ça, je repensais, je me disais, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer en substance. En fait, si être une femme noire ouvrière, c'est substantiellement différent d'être un homme blanc ouvrier, ben ça veut dire que notre vision de la classe ouvrière et tout ce qui en découle, c'est notre vision de la révolution, nos fantasmes, nos utopies sur un monde meilleur, surtout tout ça, doit aussi changer substantiellement. Et en préparant ça, je me disais que quand même, les bolcheviks et quand ils ont intégré, je compare pas, hein, mais quand ils ont intégré au combat à la classe ouvrière la question de la paysannerie quand même, jusqu'à ce que l'emblème de la révolution soit la faucille et le marteau, alors que c'était quand même, tu vois, c'est quand même particulier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste fait une alliance de classe, ils n'ont pas juste ajouté les mots d'ordre de la paysannerie, ils ont repensé, ils ont refait leur imaginaire, leur vocabulaire, leur charte graphique à
à l'aune de ça. Donc c'est pas du tout pour comparer, parce que la paysannerie, évidemment, c'était 80%, c'était pas des milliers. On est ça, tout ça, y compris, ils en avaient besoin matériellement. Enfin, je compare pas, mais je me dis que la tâche qui nous incombe, elle est en tout cas d'une ampleur comparable. Et à mon avis, c'est par ce bout-là qu'on peut le prendre, et tous ces outils, à mon avis, doivent nous aider à voir nos impensés, à voir nos angles morts et à s'y confronter. De ce point de vue-là, encore une fois, merci pour ton intervention, à s'y confronter, parce que sans ça, on n'arrivera pas à aider la classe ouvrière à se constituer comme classe en soi. Donc on a un petit peu spoilé mon réseau. C'est en gros ce qu'a dit Marie, à ce que je pense. Donc moi David, je suis d'anticapitalisme et révolution, et je suis prof en lycée ZEP, zone sensible, zone violence, à Colombes, quelque part entre Gennevilliers et Nanterre, en banlieue parisienne. Bon, moi je vais essayer d'exposer mon point de vue, comme vous l'aurez compris, peut-être légèrement différent. Mais tu parlais de mots, et si on vous traite de postmoderne, on utilise les mots des postmodernes, à ce moment-là vous êtes postmoderne. Bon, c'est sûr que si on caricature ce qu'on dit en disant nous c'est la classe ouvrière et puis c'est tout, à ce moment-là on est ouvriériste, et puis voilà, et je pense que c'est pas tout à fait, même du tout ce qu'on raconte sur le racisme, le sexisme, et c'est pas du tout en plus notre pratique militante. Mais bon, sinon, blague à part, en gros, ouais, ce qu'on essaie de dire, c'est pas un petit débat, parce que moi je pense que c'est un débat qui traverse notre classe concrètement, qui traverse sur nos lieux d'études, sur nos lieux de travail. C'est des choses, des préoccupations qu'on entend dans les luttes antiracistes, dans les luttes féministes, et nous on a essayé un petit peu de réfléchir à tout ça, d'y voir clair, et surtout d'essayer d'avoir une discussion là-dessus qui soit une discussion militante, parce qu'évidemment il y a une discussion sur ces concepts-là, une discussion universitaire qu'on peut avoir, mais nous on pense que les outils, les outils intellectuels dont on peut zoter, ça doit être des outils militants qui nous permettent de nous projeter dans la lutte, dans le combat, etc., etc. Donc en gros, si effectivement ce qu'on vous répondait sur l'intersectionnalité, c'est que la définition même de l'intersectionnalité, moi je vais revenir un petit peu à la base, comme d'autres l'ont dit, c'est Kimberlé Crenshaw, donc on parle à chaque fois, c'est une juriste, exactement comment elle a développé l'intersectionnalité, c'était en 89, c'était suite à un procès, il y avait un procès d'une femme noire aux États-Unis, et le juge, elle disait, moi je suis discriminée en tant que noire et en tant que femme. Et le juge lui avait dit, ah ben choisissez. Soit vous êtes femme, soit vous êtes noire. Mais vous ne pouvez pas, double discrimination, nous dans le droit, on ne reconnaît pas ça. Et donc cette juriste, Kimberlé Crenshaw, avait réagi en disant, non mais c'est quoi cette folie? Bien sûr qu'elle est à la fois femme et à la fois noire. Et elle avait développé du coup le mot d'intersectionnalité. Ça vient de là, et c'est pour ça que c'est une juriste, parce qu'à chaque fois on dit que c'est une juriste, pourquoi une juriste développe ça? C'était la réponse à ça. Bon alors en tant que catégorie juridique, ça n'a pas eu une grande aventure dans le droit américain, ils n'ont pas gagné, mais par contre ça a recoupé, comme tu dis, ça a été repris dans des milieux militants, et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Mais effectivement, Kimberlé Crenshaw, quand elle parlait de l'intersectionnalité, du coup elle prenait cette métaphore, elle disait, si un accident se produit à une intersection, il peut être causé par des voitures provenant de n'importe laquelle des directions, et quelquefois de toutes. De même, si une femme noire est blessée parce qu'elle est dans l'intersection, sa blessure peut être le fruit d'une discrimination raciale ou d'une discrimination de sexe, quoi. Voilà, donc elle fait ce parallèle de choses qui se croisent. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que depuis un certain temps, quand même, depuis les années 70, on va pas s'embêter avec tout ça, il y a quand même une politique des identités qui s'est développée, qu'on regroupe, je vais pas redire ce qui a été dit au début, dans la mouvance postmoderne, qui, je pense, est une impasse. Et la question, c'est est-ce que l'intersectionnalité, comme ça, a priori, comme concept, ça permet de dépasser ça? Moi je pense qu'en soit pas vraiment, parce qu'en fait c'est juste qu'on est à l'intersection de plusieurs identités. Je suis à la fois ceci, cela. C'est une description d'une réalité évidente, comme la réaction au procès de tout à l'heure. Par contre, est-ce que c'est une stratégie pour changer la société?
C'est ça la question que nous, on doit se poser. Est-ce que ça nous aide comme stratégie pour changer la société? Et c'est de ça qu'on veut discuter, quoi, pas d'autre chose. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très fort. Moi, depuis que je me suis mis à militer depuis la fin des années 90, on est plus tout jeune, c'est quelque chose qu'on a vu, nous, régulièrement, les listes à l'après-vert, quand on fait une liste et qu'on dit alors, il y a les femmes, les noirs, les arabes, les sahraouis, les ceci, les cela, une liste énumérative comme ça, présentée. En fait, cette manière de mettre les gens comme ça dans des cases sans faire le lien entre les cases, c'est exactement quand même la théorie de l'idéologie postmoderne. C'est pas un truc comme ça qui est balancé bêtement, c'est quelque chose qui est pensé. C'est possible de minuter à 10 et à 5 que je vois. Ouais, d'accord. En fait, il y a Ben Saïd, moi, dans un texte que je vous conseille éventuellement, si ça vous fait plaisir, qui s'appelle Front unique et hégémonie, qui est une reprise d'un petit cycle qu'il avait fait ici même en 2007 à l'UDT, qui parle un petit peu de ça, et qui dit, bon, c'est quoi le problème de tout ça? Alors il cite des postmodernes connus qui nous embêtent beaucoup en France parce qu'ils ont influencé des gens comme Mélenchon et compagnie, des gens comme Laclau et Moufle, et donc il cite Laclau et Moufle, et donc par exemple il disait: nous soutenons que les luttes contre le sexisme, le racisme, les discriminations, les dégâts écologiques doivent être articulées à celles des travailleurs pour fonder un nouveau projet hégémonique à gauche. Et vu que Laclau et Moufle, c'est des universitaires, ils utilisent des mots compliqués pour expliquer que tout ça est au même niveau. Donc nous, effectivement, avant on parlait de trucs qui s'entrecroisent, qui s'articulent, d'oppressions spécifiques qui sont liées dialectiquement à l'exploitation. Là, ils parlent d'autre chose, ils disent c'est des chaînes d'équivalence. Il n'y a pas d'alliance, c'est des chaînes d'équivalence, il y a des relations d'équivalence qui sont liées à chaque catégorie. Moi j'aime beaucoup parce qu'en plus c'est un vocabulaire qui est emprunté aux mathématiques. C'est un truc à peu près incompréhensible de dire qu'il y a des relations d'équivalence entre catégories, je ne sais pas trop quoi. Mais c'est quoi la conséquence de tout ça? C'est que si il y a juste une liste énumérative, ce que dit Ben Saïd, une liste à l'après-vert comme ça, mais il est où le sujet de la transformation sociale? Qui est-ce qui va changer la société dans cette liste à l'après-vert là? Ben, en fait, personne. Et quand on va au bout et quand on lit du coup ces penseurs postmodernes, ils vont jusqu'au bout de leur pensée et ils disent ben, c'est pas possible en fait le changement de la société, c'est pas possible la révolution parce que tout ça, ça unifierait, c'est pas possible. Il faut surtout rester pluriel. Il faut rester pluriel, pluralité, la liste à l'après-vert, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de changement de la société. Bon, et Ben Saïd leur répond donc welcome la pluralité, exit la révolution, parce qu'il est taquin, mais c'est un petit peu ça, donc on est chacun dans nos cases, il n'y a pas de lien entre les cases de chacun, alors on peut avoir des petites avancées comme ça pour chacun, dans les luttes féministes, dans les luttes antiracistes, etc. Mais en vérité, on ne peut pas vraiment changer le système, parce qu'il n'y a personne pour le changer, parce que le sujet lui-même, il disparaît, le sujet il disparaît, puis la perspective de transformation sociale avec elle aussi, c'est ce que développe Ben Saïd là-dedans, et je pense que c'est une critique assez juste de ce que sont ces courants, et qui ont quand même, à l'heure actuelle, je pense, dans notre cas et dans un certain nombre de milieux militants, une influence qui est importante. L'autre travers de ça, c'est soit on fait des petites cases partout, soit on dit, ben alors, à ce moment-là, on change le sujet, du coup c'est le peuple, et ça c'est la version à la Laclau, et c'est Mélenchon et compagnie. Mais c'est très important de voir que moi je pense, et c'est pas pour du coup vous faire un procès en postmodernisme qu'on cite dans votre texte et qu'on dit l'important c'est d'aller vers l'unifié, c'est qu'on pense qu'il faut nous reparler du sujet, de dire qu'il y a un sujet si on veut penser la révolution, penser la transformation de la société, et qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de courants qui combattent ça. Et au final, la conclusion de son texte chez Ben Saïd, ce qu'il dit, c'est: mais sans convergence entre divers rapports sociaux, l'autonomie absolue de chacun dans sa case, c'est quoi à la fin? Ça serait qu'une juxtaposition corporatiste de différences identitaires. On est chacun dans notre case tranquillou, et au final, ben, il n'y a plus de pensée de changer la société. Et c'est quand même un débat qu'il y a aujourd'hui
même aux États-Unis. Il faut comprendre que quand on parlait des afro-féministes du mouvement noir américain, il y a par exemple un intellectuel noir américain qui a écrit sur l'intersectionnalité qui s'appelle Bruce Dixon, qui est un militant noir. Bon, le problème c'est que c'est écrit seulement en anglais, mais il parle notamment du fait que dans la dernière campagne, par exemple, Hillary Clinton a repris le terme d'intersectionnalité. Le Parti démocrate a repris le terme d'intersectionnalité. Alors évidemment, vous imaginez bien, pas du côté trop de la lutte des classes, hein, mais dans ce truc de on a des petites classes partout. Et en fait, le changement social, il n'est pas possible parce que de toute manière, ça, on n'y arrivera jamais. Mais des petites améliorations à la marge, pourquoi pas. Alors, partant de là, qu'est-ce qui est possible une fois qu'on a vu les problèmes. Moi, je crois d'abord que, comme je disais, il ne faut pas avoir une discussion universitaire sur tout ça. Moi, je crois que ce qui est fondamental sur la question des oppressions spécifiques, par exemple, on parle du racisme, du féminisme, du racisme, c'est que quand on parlait de double oppression, je disais ça vient de l'intersectionnalité, alors on parlait de double oppression, de triple oppression, il y avait un slogan qui disait doublement opprimé, doublement révolté. Moi, je pense que ça, c'est une réalité militante pour nous. Par exemple, le mouvement contre les violences policières aux États-Unis, c'est pas un truc posé d'universitaires qui discutent entre eux en buvant le thé. C'est pas de justice, pas de paix. Ce slogan, pas de justice, pas de paix. Est-ce qu'on connaît beaucoup de mobilisations dont le slogan est pas de justice, pas de paix? C'est-à-dire, tant que vous ne donnerez pas la justice, vous n'aurez pas la paix. C'est-à-dire, vous aurez la guerre sociale, vous aurez la lutte dans les rues. C'est des explosions sociales, les luttes antiracistes véritables. C'est ça la réalité, c'est la rage. C'est une rage encore plus importante que dans le reste de la société parce qu'on est encore plus opprimé. Donc moi je pense qu'il faut quand même partir de là, surtout quand on essaie de construire un petit parti révolutionnaire. Donc je terminerai sur 2-3 petites choses. Ce qui nous a fait réagir, c'est pas seulement votre texte, parce qu'on pense que c'est un truc qui est, ce que je disais, débattu dans la société. Moi j'ai un souvenir, pendant le mouvement contre la loi travail, on était dans une petite salle surchauffée en bas à la Bourse du Travail à Paris, on a un débat, on discute, et puis il y a des militants aussi qui se réclamaient de l'antiracisme politique. Moi je venais parler d'un truc parce que dans mon bahut, à chaque fois qu'il y a une manif, ils les défoncent tous parce qu'on dit qu'il n'y a pas de manifestants, qu'il n'y a que des blancs qui vont manifester contre la loi travail. Le truc c'est qu'en banlieue, ils ont essayé de manifester, mais on les a défoncés. Hein, moi je veux dire, le premier jour de manifestation contre la loi travail dans mon lycée, c'était un hélicoptère, 10 arrestations, les CRS, la BAC, la police municipale. Donc évidemment, c'est un léger autre niveau de répression, et ça me t'empêche un petit peu d'arriver jusqu'à la manif à Paris, quoi. Mais on avait un débat complètement fou dans cette salle, où des gens qui se réclamaient de l'antiracisme politique, donc je me disais, ils vont être plus radicaux, ils vont aller plus loin, etc. Ils disaient, bon alors là, c'est vos trucs de la loi travail, c'est des trucs de petits blancs, on est bien vu dans les manifs, etc. Ce qui est déjà objectivement été faux, parce qu'on était très nombreux dans les banlieues à avoir manifesté contre la travail, à avoir été réprimés encore plus que les autres par rapport à la loi travail. Mais je me suis dit, ils vont aboutir à une conséquence beaucoup plus radicale en termes antiracistes, etc. Ils nous ont dit, ben, l'alternative, ça ne sera pas de se mobiliser sur la travail, nous ce qu'on propose, c'est de se mobiliser sur notre truc, et ça serait sur le contrôle aux faciès. Et là, il y a Urvoas, qui est un grand gauchiste, antiraciste politique, qui proposait une loi. Il disait qu'il y aurait peut-être moyen au Sénat qu'il y ait un amendement sur la loi Urvoas, et donc ce qu'il faudrait, c'est au lieu d'aller à la manif en République, d'aller devant le Sénat pour demander un amendement à la loi Urvoas. Alors vous voyez d'un truc qui peut apparaître radical, et pourquoi je parle de ça? On aboutit à un truc quand même super parlementaire et pas radical du tout. Moi je pense que l'auto-organisation, on est tous d'accord, c'est très bien. Et face à une oppression spécifique, on est pour se battre à l'auto-organisation jusqu'au dernier moment. Mais l'auto-organisation ou l'autonomie, elle n'a pas à être théorisée comme étant utile tout le temps, elle est utile quand elle permet de se battre. Donc elle est utile quand elle permet de se battre. Mais moi je pense que l'antiracisme, par exemple, ou le féminisme, séparé des questions sociales, et c'est pour ça qu'on ne dit pas ça d'un point de vue, vous voyez, je pense même du point de vue des oppressions, ça aboutit à quelque chose qui est ni anticapitaliste social, ni vraiment antiraciste ou féministe. Parce qu'en quoi ils nous représentent ces trois gars-là qui vont aller discuter avec des sénateurs d'un contrôle faciès avec Urvoas. Parce qu'au final, ils ne voulaient même pas se rassembler devant, ils voulaient se rassembler à l'intérieur parce qu'ils avaient un rendez-vous avec des sénateurs. Et vous voyez, on n'a pas trop la colère qui peut exister dans les banlieues, vraiment dans nos quartiers, face au contrôle faciès. Donc moi je pense que la conclusion pour nous, ça doit être quelques petites choses rapides. D'abord,
comme je l'ai dit, passer la transformation sociale, unifier, c'est pas seulement pour unifier, mais c'est pour avoir un sujet, voilà, pour changer la société. C'est pour ça que la classe ouvrière joue un rôle central, pas parce que ça nous fait plaisir, parce que ça permet de renverser le système. Ensuite, ça ne sert pas qu'à unifier, ça sert aussi à construire une avant-garde, parce que doublement opprimé, doublement révolté, si on veut chercher des gens qui ont vraiment la rage contre ce système, c'est aussi parmi ceux qui sont aujourd'hui doublement opprimés, doublement révoltés. Et l'auto-organisation, ça dépend, il n'y a pas d'opposition aussi, peut-être qu'on peut penser entre un truc qui serait genre super, classe politique auto-organisée, autonome, séparée, ou quelque chose qui serait ouvriériste, s'implanter dans la classe ouvrière. Parce que par exemple, quand on se lamente régulièrement sur le fait qu'il n'y a que des blancs et pas des noirs et des arabes chez nous, tant qu'on n'aura que des profs, je suis prof, et des profs de fac, beaucoup dans nos rangs, quand on sera très nombreux à être de cette partie de la population, ben on aura beaucoup de blancs, je veux dire. Nous, on est dans une fédération où on a des comités de quartier, à Gennevilliers, à Nanterre, etc. Et on a un comité de boîte, poste. Ben, l'endroit où il y a le plus de gens qui viennent des quartiers populaires de Gennevilliers et de Nanterre, c'est au comité poste. Parce que, voilà, il y a beaucoup plus de noirs et d'arabes chez les postiers que chez les profs et les profs de fac. On n'a pas trouvé un truc de fou en disant ça. Mais moi, je pense que ça, c'est une réalité. Et donc voilà, bien sûr, auto-organisation, mais aussi implantation. Et je terminerai en disant juste une citation de Césaire. Césaire disait terminer discours sur le colonialisme, qui était quelque chose quand même centré sur la question du racisme. Et il disait, bon voilà, la seule manière de s'en sortir, c'est une révolution. Pas une révolution dans les méthodes, celle qui est à l'étroite tyrannie d'une bourgeoisie déshumanisée, parce qu'il disait dans un discours sur le colonialisme que c'était le colonialisme qui avait abouti au nazisme, substituera, en attendant la société sans classe, la prépondérance de la seule classe qui a encore mission universelle, car dans sa chair, elle souffre de tous les maux de l'histoire, de tous les maux universels, le prolétariat. C'est pas un militant marxiste qui disait ça à ce moment-là, c'est Aimé Césaire, mais il dit un truc tout simple qu'il ne faut pas oublier. S'il y a une vraie intersection dans la fois l'exploitation de toutes les oppressions, ben c'est le prolétariat et c'est pas pour rien parce que c'est le sujet, c'est celui qui peut renverser la société, quoi. Voilà.